Amis de la Reconquête, bonjour et bon dimanche à tous. Bienvenue dans le libre journal de la résistance et de la reconquête, libre journal de l'amalgame et de la stigmatisation. Ici, la parole est vraiment libre, j'y tiens et nous ne sommes pas, je vous le rappelle, et nous ne serons jamais Charlie, soyez-en assurés. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche 22 février 2015, premier dimanche de carême et solennité de la chaire de Saint-Pierre. Je vous souhaite donc à tous un très beau carême et une belle montée vers la Croix Glorieuse. En ce 22 février, nous honorons la naissance de Frédéric Chopin, qui est né en 1810, et de Lord Baden-Powell, qui est né en 1857, le fameux fondateur du scoutisme. C'est également en 1956 la mort de Paul Léotot. Alors l'actualité d'une richesse assez extraordinaire, il y a vraiment de quoi traiter des sujets aussi passionnants ou navrants les uns que les autres, entre le nain de Matignon qui nous surrègne de l'islamo-fascisme à tout bout de champ, qui nous impose le 49.3 pour mieux faire passer ses crapuleries avec son copain Macron. Entre Attali qui est en train de nous préparer le gouvernement de 2017, le gouvernement d'union contre les immondes fascistes qui menacent et la peste brune qui repointe le bout de son nez, les profanations qui n'existent finalement en France que quand il s'agit des carrés musulmans ou des attaques en général d'ailleurs commises par leurs propres auteurs des cimetières juifs. On oublie effectivement qu'il y a 206 cimetières chrétiens qui ont été profanés l'année dernière, à côté des 6 millions de cimetières, je ne sais plus, juifs qui ont été profanés. Enfin, c'est toujours des chiffres curieux. Je ne vous parlerai pas aujourd'hui de Madame Fioraso, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, qui invente ses diplômes, qui invente ses compétences. Comme dirait Dieudonné, on a affaire à des gens qui sont tous des menteurs invétérés. Le mensonge absolu règne dans notre pauvre pays. Je rajouterai le mensonge et le reniement, parce que nous avons affaire à des Judas de toutes sortes. Les Judas qu'on trouve malheureusement aussi dans l'épiscopat français, qui trouvent très bien et normal que la loi Macron arrive à faire disparaître des fêtes chrétiennes, des fêtes catholiques du calendrier. Ils trouvent que c'est tout à fait du bon sens et normal, mais ça fait 2000 ans qu'il y a des Judas parmi les évêques, et malheureusement ça continuera, et c'est bien dommage, mais je crois que c'est une réalité. Ça nous rappelle la faiblesse des pauvres personnes que nous sommes. Voilà. J'avais quelques annonces à vous faire, notamment un pèlerinage qui aura lieu avec Monseigneur Castet et le révérend Père Argouache, que je salue, le 4e dimanche de carême, donc 15 mars, qui se fera en hommage aux martyrs des Lucs. Donc vous aurez toutes les informations sans doute en vous rapprochant, notamment de Riaumont. Je voulais vous annoncer aussi le lancement de l'association Terre et Famille, qui a été fondée par Stéphanie Bignon et Elisabeth de Malray. Vous aurez plus d'informations en leur écrivant à terreetfamille@gmail.com. Ils ont notamment annoncé déjà 3 conférences. La première conférence de lancement qui aura lieu le 14 mars à 20h30, avec une conférence donnée par le professeur Pierre Magnard sur le thème La Terre notre mère, qui nous rappelle le magnifique ouvrage d'Ernst Junger. Le 18 avril, il y aura une conférence d'Anne Brassier, et le 5 juin, à 20h30 toujours, une conférence de Béatrice Bourges, donc l'association Terre et Famille, fondée par Stéphanie Bignon, que j'ai eu le plaisir de recevoir ici 2 fois, et que je réinviterai certainement pour parler de la terre qui ne ment pas. Aujourd'hui, il y a une manifestation à laquelle je vous encourage à participer, qui est devant Notre-Dame de Paris, je crois à 14h30, pour rendre hommage aux martyrs coptes, martyrs chrétiens qui ont été massacrés en Égypte. Et évidemment, je ne peux que vous encourager à y participer. Autant je peux vous participer aussi à participer à la cérémonie des Bobards d'Or, ou en tout cas à aller voter, qui aura lieu le 10 mars. Je sais même pas, et je plains les personnes qui vont devoir sélectionner ces bobards, parce que on est tellement dans un monde de menteurs invétérés. À chaque fois qu'il y a un nouvel gouvernement qui arrive, on se dit bon bah là on a atteint les limites du mensonge structurel, mais non. Ils sont capables à chaque fois d'aller plus loin, d'aller plus haut, d'aller plus fort. Donc là, bon courage pour arriver à déterminer qui sera les plus menteurs de tous, parce que ça va être une véritable foire d'empoigne. Alors aujourd'hui, je voulais traiter d'un sujet qui est au cœur de nos vies, qui est le sujet de l'Europe, qui nous touche
pour plusieurs raisons. D'abord parce que la France subit ou vit au rythme de l'Union européenne, du bateau ivre qu'est devenue l'Union européenne, et que nous sommes nous aussi intrinsèquement, évidemment chrétiens, mais intrinsèquement européens. Cette grande Europe à laquelle nous croyons, qui est l'Europe où le seul homme politique finalement européen qui y croit, j'ai l'impression qu'il s'appelle Vladimir Poutine, le nouveau tsar russe, et qui fait mon admiration personnelle, et je pense que, comme le disait encore récemment Marine Le Pen, c'est avec lui que devra se construire la vraie Europe, l'Europe chrétienne, et pas avec les États-Uniens qui sont là pour écrabouiller ce qui reste de l'Europe chrétienne. C'est donc aujourd'hui le sujet principal qui va nous intéresser avec nos trois invités. On aura dans une deuxième partie Nikola Mirković, l'auteur du Martyr du Kosovo, et aux éditions Picolec, que nous aurons malheureusement par téléphone parce que finalement il a préféré aller rejoindre sa femme plutôt que de venir dans le studio avec nous. Donc autant vous dire que je lui en veux énormément. Voilà, mais il a raison en ce beau dimanche. Donc il interviendra par téléphone. Lui, il interviendra surtout sur la partie Kosovo Metoshi, évidemment, avec son association, et sur la partie russe, puisqu'il a monté une association aussi pour venir en aide aux populations martyrisées dans le Donbass, populations civiles qui sont écrabouillées par les forces de Kiev. Nous aurons aussi Pierre Barnerias, qui est le réalisateur du film M et le troisième secret, que je vous encourage tous à aller voir, et on en parlera en fin d'émission. Et pourquoi c'est dans le sujet? Parce qu'évidemment ça touche à l'Europe, ça touche à l'avenir de notre pays, et ça touche à toutes les interventions de la Sainte Vierge qui est apparue un peu partout en Europe pour sonner le tocsin. Voilà, ça ce sera en fin d'émission. Mais je reçois surtout, c'est mon invité principal, et je suis très heureux de l'avoir dans mon émission, un député français au Parlement européen, qui est un économiste renommé, qui se revendique, vous me direz si c'est pas le cas, libertarien, et c'est finalement une définition qui me va assez bien dans la manière dont vous avez, la conception que vous avez de l'économie. On reviendra là-dessus, vous nous donnerez justement des petites définitions précises là-dessus. Monsieur Bernard Monod, bonjour Monsieur Monod. Bonjour Monsieur le député français. Je suis ravi de vous avoir dans cette émission. C'est un député français au Parlement européen supplémentaire. C'est ça, j'y tiens. Je sais bien, c'est pour ça que chaque mot compte. Et effectivement, Christophe de Roscouré, que je suis ravi d'avoir à mes côtés, qui est comme la comète de Halley, qui vient, qui passe. Il avait également une annonce à faire, et on en reparlera avec Nikola Mirković, sur un colloque qui a lieu demain. Oui, Nikola Mirković intervenait aussi tout à l'heure pour évoquer le colloque sur la Serbie au XXe siècle, qui est organisé demain lundi à la salle de la Maison des Mines, 270 rue Saint-Jacques. Donc c'est un colloque d'historiens avec des hautes personnalités, et il comme Slobodan Despot ou Philippe Conrad. Le colonel Hogar aussi. Voilà, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors pour introduire, cher Monsieur Monod, c'est notre sujet, je voulais vous lire un texte qui me tient à cœur, de Jean de Brême, qui remonte à, je crois qu'il est mort en 1964, donc qui remonte maintenant à une cinquantaine d'années, issu d'un livre prodigieux qui est le seul ouvrage que Jean de Brême a écrit, qui s'appelle Testament d'un Européen, et qui va nous permettre de plonger directement dans notre sujet, et qui, l'une de ses parties se conclut de cette manière-là: taxez-moi de romantisme, qu'importe. Pour moi, le trésor du monde, c'est une infante de Vélasquez, un opéra de Wagner ou une cathédrale gothique. C'est un calvaire breton ou une nécropole de Champagne. C'est le Romancero du Cid ou le visage hugolien de l'enfant grec. C'est le tombeau des Invalides ou le Grand Teck de Schönbrunn, l'Alcazar de Tolède ou le Colisée de Rome, la tour de Londres ou celle de Galata, le sang de Budapest ou le quadrige orgueilleux de la porte de Brandebourg, devenu le poste frontière de l'Europe mutilée. Pour ces pierres, ces aigles et ces croix, pour la mémoire de l'héroïsme et du génie de nos pères, pour notre terre menacée d'esclavage et le souvenir d'un plus grand passé, lecteur, la lutte ne sera plus jamais vaine. Frêle Geneviève de Paris, patronne de l'Europe, seule contre les hordes mongoles, tu symbolises notre esprit de résistance, et toi, vainqueur blond au visage de Dieu, macédonien aux 10 000 fidèles, Alexandre, toi qui conquis le monde oriental avec ta foi et ton épée, dressé contre le destin et le sens de l'histoire, tu symboliseras peut-être un jour le triomphe de l'Europe impériale. Cher Monsieur Monod, vous reconnaissez-vous dans cette définition
et ce testament d'un Européen? C'est extrêmement large et historique, effectivement. Oui, sous l'aspect culturel, effectivement, j'adhère. Maintenant, il faut voir l'aspect très concret et opérationnel dans un pays, la mise en œuvre de tout ça. Et on est déjà avec, entre les Macédoniens et Alexandre, on est déjà dans le cœur de notre sujet. Absolument. Donc vous êtes le spécialiste, si je puis dire, il y en a d'autres, mais vous êtes le spécialiste pour le Front National au Parlement européen de toutes ces questions économiques. Vous travaillez sur le programme économique du Front National. Vous avez donc une approche économique et macroéconomique notamment de toutes les crises que nous traversons aujourd'hui. Et en particulier, je voudrais que nous commencions par là, par l'actualité qui nous a tenus en haleine toute la semaine et depuis 15 jours, qui est l'actualité grecque, avec ce que vous appelez dans une intervention que vous avez faite à la télévision l'épisode ou l'aventure grecque, ces discussions entre Tsipras, Varoufakis, ministre de l'économie, et les représentants de la Troïka européenne. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés pour comprendre ce qui se passe, finalement ce à quoi les fausses discussions ont abouti, et donc ce qu'on peut raisonnablement attendre des jours qui viennent? Oui, alors effectivement, la Grèce, c'est le syndrome en fait de cette maladie de l'Europe, de l'Union européenne, et en particulier des méfaits de l'euro. D'abord, la première chose qu'il faut rappeler, c'est que il y a eu falsification des comptes publics juste avant d'entrer dans l'Union européenne, dans la zone euro plutôt, de la Grèce, qui ont été faits par leur banquier conseil de l'époque, qui était Goldman Sachs. Qui est à nouveau leur banquier conseil. Parce que c'est à nouveau à lui qu'ils ont demandé de les conseiller. Pas uniquement. Je crois qu'à l'heure actuelle, ils ont la Banque Lazare avec le fameux monsieur Pigas. Ouais. Tristement célèbre monsieur Pigas. Donc il faut quand même les citer parce qu'on en parle peu. Quoique ils essayent de faire de plus en plus parler d'eux, mais on s'aperçoit qu'en fait les solutions qu'ils proposent sont toujours fallacieuses. Celle de Goldman Sachs à l'époque, donc, c'était de falsifier ou en tout cas de signer comme exact les présentations des comptes faux, que tout le monde savait comme étant faux. Ça relève effectivement d'une démarche criminelle. Moi, c'est ce que il faut oser dire les mots. C'est criminel vis-à-vis notamment du peuple grec, oui. Ah bah du peuple grec et puis de l'ensemble des citoyens européens qui eux font des efforts en présentant des comptes qui sont a priori justes, en tout cas officiellement, et qui ne le sont pas au niveau de la Grèce. Et alors le deuxième élément, c'est effectivement ce que propose monsieur Mathieu Pigas, c'est l'annulation de 50% de la dette grecque. Ben voyons. La France, à elle seule, a fourni à peu près en plan d'aide depuis 2008 environ 47-48 milliards d'euros. Il faudrait faire sur un total de 320 milliards. Sur un total de 320 milliards de dettes publiques, oui, mais dont une aide de 230-240 milliards au titre de l'Union européenne, donc ce que vous disiez, la Troïka, l'Union européenne, la BCE et le FMI. Pour la France, 47 milliards, 50% de 47 milliards, ça fait environ 23-24 milliards d'euros. Il faudrait faire un trait de plume là-dessus et en nous expliquant droit dans ses bottes, monsieur Pigas, que de toute façon ça n'aura pas d'incidence ni sur les marchés ni sur les impôts des Français. Voilà. Donc ils ont une manière d'interpréter l'économie de manière géométrie variable. Quand ça les arrange, il faut rembourser la dette. Quand ça les arrange pas, il faut le faire. Parce que ce que ça cache derrière, c'est qu'en tant que banquier conseil, bien entendu, ils vont prendre probablement une commission de 1, 2 ou 3% sur ce qui aura été renégocié. Bien entendu, 50%. Imaginez la somme sur effectivement 50% de 230 milliards. Ça fait un petit peu de sous. Oui. Voilà. Il faut bien qu'ils vivent. On parle de la France, mais bien entendu. Mais ces annulations de dettes, on connaît ça avec les pays africains. Oui, effectivement, ça existe. Il y a même le Club de Paris qui est spécialisé depuis les années 50-60 sur ce phénomène-là, de renégocier, de restructurer, de rééchelonner les dettes, éventuellement une petite partie du capital de la dette, mais il ne s'agit pas non plus de répudier, parce qu'il s'agit de ça, de répudier 50% d'une dette. Mais cette proposition n'est pas une surprise pour vous, puisque le Front National annonçait déjà que l'argent qui était déversé ne serait jamais remboursé. On avait même fait une opération le jour de la ratification devant l'Assemblée nationale. On avait fait une opération de billets de 500 € faux, bien entendu,
et que nous avions jeté à la Seine pour symboliser un petit peu cet argent perdu que a priori nous ne reverrions plus. Mais pour autant, nous ne sommes pas d'accord sur l'annulation d'une dette comme ça, parce que d'abord ça décrédibilise le rôle d'un chef d'État et d'un État de droit. Imaginez que tout le monde fasse une répudiation de 50% de sa dette. Vous imaginez l'effet domino que ça pourrait avoir sur l'ensemble des marchés financiers et notamment sur l'équilibre des comptes des nations. C'est totalement irresponsable. Alors, je sais que le Front National dénonce les politiques d'austérité. Alors comment ne pas maintenir cette austérité et rembourser la dette? C'est-à-dire que le schéma grec est quand même compliqué à résoudre. Non, il pourrait être très simple. La Grèce a trois grandes options, si vous voulez. La première, c'est effectivement de se soumettre à la Troïka, telle que ça a l'air de se présenter à l'heure actuelle, en tout cas dans les négociations de cette semaine. Dans le premier cas, moi personnellement, dans la négociation, j'aurais fait jouer, puisque vous voulez effectivement qu'on rembourse la dette, à ce moment-là, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que vous-même, l'Allemagne, vous avez une dette de 162 milliards d'euros au titre des réparations de guerre de l'époque de l'occupation nazie en Grèce. Donc on paye notre dette, mais de même, vous devez vous acquitter de 162 milliards. Ça fait quand même l'équivalent de 50% justement cette dette allemande sur la Grèce. Ça c'est effectivement cette créance grecque sur la. On peut l'analyser comme ça, mais au moment du plan Marshall, il y avait quand même eu un engagement des pays européens à renoncer à ces dettes, à ces créances de guerre. Donc oui, il y a un moment donné, il faut. Sauf que la Grèce n'en faisait pas partie et qu'il y a eu un prêt unilatéral qui a été imposé à la Grèce après les accords qui avaient été signés. Je crois que c'était les accords de Londres en 1953. Mais la Grèce n'en faisait pas partie et après on leur a imposé un nouveau plan de dette. Hein. Alors pour revenir sur cette question, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est effectivement reprendre sa liberté monétaire en effectivement sortant de la zone euro et justement en passant alors à une nouvelle monnaie nationale que serait la nouvelle drachme. Ce que nous proposons au titre de la France, c'est une drachme égale 1 euro monnaie commune, si vous voulez, pour avoir cette parité-là, en tout cas au début. Sortir de la parité fixe de la zone euro, ce qui leur permettrait d'avoir des facilités d'ajustement économique, et dans un deuxième temps de pouvoir monétiser leurs dettes et de rembourser leurs dettes avec leurs moyens, notamment la politique monétaire et la politique de change. Et la troisième possibilité qui s'offre à eux, c'est effectivement de céder aux sirènes des appels de l'Union eurasiatique, notamment des plans d'aide de la Russie qui commencent à se faire entendre. Voilà donc les trois grandes options qui s'offrent au gouvernement de Tsipras et à monsieur Varoufakis. Pour l'instant, ils ont l'air de plier un petit peu sous les pressions de la Troïka. Voilà, c'est ce qu'on peut constater, en tout cas jusqu'à présent. Et ce qui est totalement contraire, s'ils exécutent cette option-là, qui sera contraire aux attentes donc de la majorité des Grecs qui ont voté pour eux. Et qui risque donc de les renvoyer dans la rue et de recréer à nouveau un cycle de déstabilisation complète de la politique grecque. Et la tragédie grecque continuera, absolument. Et si vous deviez en quelques mots résumer les grands mots de l'économie grecque, qu'est-ce qui a poussé à cette situation ? Ce que je pense, c'est que la Grèce, dans les conditions de son économie, n'aurait jamais dû rentrer dans la zone euro. C'était une raison politique à l'époque. Il fallait que, effectivement, la Grèce, très ancien pays européen, berceau de la démocratie justement, devait en être. C'est ce qui a été fait au forceps. Donc, s'ils avaient conservé leur liberté économique, monétaire, budgétaire, aujourd'hui la Grèce n'en serait pas dans cette situation. Ce qui est vrai pour beaucoup d'autres pays européens. Aussi, effectivement, on peut penser au Portugal par exemple. Et à la France. La France, on peut être à mi-chemin, on va dire. Mais moyennant quoi, aujourd'hui, on voit que la Grèce est le laboratoire économique de l'Union européenne, c'est-à-dire que depuis 2009, il leur applique une austérité inhumaine. Alors, est-ce que vous pouvez, juste pour les auditeurs, nous expliquer un petit peu dans le détail audible et compréhensible en quoi le peuple grec subit une austérité? Qu'est-ce qu'on entend par ce mot-là et que se passe-t-il pour eux concrètement depuis 2009 et comment elle se révèle, elle s'applique pour le peuple grec?
Voilà, alors la Grèce étant le maillon faible, on va dire, des 19 pays de la zone euro, puisque en janvier, un nouveau pays est rentré, la Lituanie, donc c'est le 19e pays. Et donc il a fallu l'aider par des plans d'aide bilatéraux, des soutiens financiers. Alors en l'occurrence la France, comme je vous le disais tout à l'heure, avec 47-48 milliards cumulés, rien que pour la France. Mais ça s'est monté jusqu'à 240 milliards d'euros pour éviter justement que la Grèce sorte de la zone euro. Donc qui ont été injectés dans l'économie grecque. Dans l'économie grecque, non, dans le système bancaire grec. C'est-à-dire que les Grecs, les citoyens grecs, n'ont pas vu, absolument, n'ont pas vu la couleur. Vous avez l'économie financière, vous avez l'économie réelle, productive, et bien entendu, cette économie-là n'a pas vu le jour de ces plans d'aide qui sont quand même conséquents. Mais moyennant quoi, comme il faut continuer à stabiliser le système bancaire grec, il a fallu effectivement commencer à rembourser ce capital et les intérêts bien entendu du capital, et ça passe bien entendu par les moyens de l'austérité, ce que moi j'ai baptisé l'euro-austérité, qui passe bien entendu par le siphonnage de l'ensemble des comptes sociaux, des budgets sociaux, donc la santé publique, donc les retraites, donc la durée du travail, la baisse des salaires, voilà, tout ce qui joue sur les régimes de protection sociaux. Donc ils essayent d'abaisser les niveaux, donc de prestations, d'augmenter les cotisations. Ça a un impact direct sur l'emploi en Grèce, ça a un impact direct sur les emplois, sur les salaires des emplois, et bien entendu c'est une dévaluation des salaires. Comme si on peut se résumer, comme une inflation négative, quoi, comme disent nos journalistes qui aiment manier la langue. Oui, enfin, on joue beaucoup avec les termes économiques. Tout le monde emploie le terme à l'heure actuelle de déflation. Il n'y a pas de déflation monétaire proprement dite. La déflation, c'est quand il y a une baisse généralisée des prix. Quand on va faire ses courses au supermarché, on s'aperçoit qu'on est loin d'avoir une baisse généralisée des prix dans toute l'Europe. Non, si vous voulez, on est en situation de récession structurelle, et comme le mot est tabou, l'ensemble des dirigeants politiques et économiques réfutent ce terme-là, et donc ils emploient le terme de déflation parce que c'est un mot un peu inconnu dans la population, et donc ça rassure peut-être un peu plus les gens sur la réalité des choses. Et donc, si vous voulez, les Grecs, sont les victimes de cette politique d'austérité voulue par la Troïka, et d'ailleurs qui est totalement inefficace, puisque entre 2009 et fin 2014, le montant de la dette est passé de 100 à 175% du PIB, donc ce qui est considérable. Et on voit bien que malgré tous les sacrifices, le saccage social qui est fait dans les régimes de protection sociaux, ça ne donne aucun résultat. Voire même le FMI s'était prononcé il y a 1 an ou 2 en disant qu'effectivement l'austérité était inutile et inefficace. Mais alors pourquoi on entend tous les jours à la radio, et puis c'est tous les débats aujourd'hui entre le ministre allemand et Monsieur Varoufakis, s'acharne-t-il dans cette voie que tout le monde sait, c'est totalement, même pas stérile, mais totalement criminel pour le pays? Parce qu'ils sont enfermés dans leur logiciel et dans leur modèle ultralibéral et mondialiste, qui fait que pour continuer à faire fonctionner leur modèle, il faut justement trouver des sources de financement ailleurs, et donc ils les prennent sur les budgets sociaux des États membres. Mais ça ils n'ont pas d'autre solution. Il y a aucune. Donc ils savent de toute façon que c'est le mur qui est en face d'eux. Oui, mais ils achètent du temps. Voilà, ça. Le principe à l'heure actuelle, et on l'a vu très récemment le 22 janvier dernier, Monsieur Draghi est monté ancien vice-président de Goldman Sachs Europe, il faut quand même le rappeler. Tout comme d'ailleurs le premier ministre, Monsieur Papandemos, qui était vice-président de la BCE il y a quelques années, de la Banque Centrale Européenne. Et donc, si vous voulez, il crée de la monnaie. Là, c'est très récent. Ça va démarrer, donc c'est l'opération, ce qu'on appelle en anglais de QE, quantitative easing, où en fait c'est la bonne vieille planche à billets. Oui, ça fait 5 fois qu'ils le font. Donc il y a non, pas en Europe. C'est le cas des États-Unis. Ils en sont leur 3e ou 4e tentative officiellement, on va dire, avec la Réserve fédérale américaine aux États-Unis. Ça, c'est permanent chez eux. Mais en Europe, c'est la première fois là qu'ils utilisent ce procédé-là. Ça consiste en quoi? À faire des rachats de titres ou de dettes des États en direct pour éviter que l'ensemble du système s'effondre. Donc à la fois bancaire, et circuler pour mieux sauter de toute façon. Tous les économistes sont d'accord sur ce sujet-là. Absolument. Monsieur Draghi a acheté là 18 mois, puisqu'ils démarrent leur opération
de quantitative easing à partir du mois de mars jusqu'en septembre 2016, 18 mois, voilà, où ils vont reprendre leur souffle, ils vont continuer à maintenir le système bancaire à flot et surtout éviter que l'euro n'implose en vol. Sachant que ça aurait déjà dû être le cas depuis mai 2010, et là ils ont inventé plusieurs procédés, le FESF, le MES, l'union bancaire, on en parlera. C'est des écrans de fumée les uns après les autres. Ils achètent du temps, voilà, oui. Grosso modo c'est pour éviter, reculer l'échéance. Voilà. Alors pour être concret, parce qu'aujourd'hui on parle d'échéance, mais on a aussi d'autres voies comme celle du sinistre et insupportable Attali ou de l'autre sinistre et insupportable Valéry Giscard d'Estaing, mais qui a des éclairs en vieillissant, qui tout d'un coup nous annonce que de toute façon il est évident que la Grèce va sortir de l'euro. Donc il est touché par la grâce, allons-nous dire. Ouais, je pense que c'est certains la vieillesse un naufrage, pour lui c'est une espèce de réhabilitation. Ouais, ça commence à sentir le sapin. Alors peut-être qu'il commence à avoir des regrets. Il se dit que ça sent le kebab et il commence à avoir un peu peur. Mais il est jamais trop tard pour bien faire. Ce sont deux personnalités qui racontent n'importe quoi depuis 40 ans, mais qui là se prononce effectivement pour une sortie manifeste, une mise au banc de la Grèce, une sortie de l'euro. Donc d'un côté on dit il faut le maintenir, et puis de l'autre on a quand même, il commence à y avoir des voix dissonantes dans ce grand concert de flûte pour dire qu'il n'y a pas d'autre choix. Donc que vont faire Monsieur Tsipras et Varoufakis, sachant qu'ils n'ont pas d'autre choix, qu'ils ont été élus quand même sur cet engagement-là. Pour ma part, s'ils sont vraiment courageux et honnêtes jusqu'au bout vis-à-vis de leur peuple, ils doivent opter pour la deuxième solution, c'est-à-dire qui est la nôtre au Front National, le patriotisme économique, le protectionnisme intelligent, à savoir reprendre le passage à la monnaie nationale. Donc pour eux, la drachme, la nouvelle drachme, ce que nous proposons nous, c'est une parité, par exemple d'une drachme par rapport à un euro monnaie commune, puisque d'ores et déjà ce que l'on peut dire, c'est que depuis le 22 janvier, date à laquelle Monsieur Draghi a annoncé ce nouveau plan de 1140 milliards d'euros de rachat massif de dettes pays par pays, eh bien ça correspond à la fin de l'euro monnaie unique. Nous sommes déjà dans l'étape de l'euro monnaie commune. Pourquoi ? Parce que par définition, la zone euro a été bâtie. C'est une bonne nouvelle d'une certaine manière. C'est ça, en tout cas, ça valide notre politique, ce que nous souhaitons mettre en place. Ça va dans le bon sens, effectivement, mais ils le font sans le dire, évidemment. Pourquoi ? Parce que la zone euro en 2002 a été bâtie sur le principe d'une zone monétaire optimale. Dans une zone monétaire optimale, vous avez les taux d'emprunt, les taux de chômage, les taux d'inflation et les taux de croissance économique qui devraient être a priori identiques dans les 19 pays de la zone euro. Or, c'est totalement l'inverse. Nous sommes en euro-divergence totale. Les deux extrémités étant l'Allemagne et bien entendu la Grèce. La Grèce qui emprunte à des taux extrêmement faibles. On n'est pas loin de 0,30 à 10 ans, alors que la Grèce serait plutôt de l'ordre de 10% d'emprunt à 10 ans par an. Donc tout ça pour vous montrer cette euro-divergence. Et donc la zone monétaire optimale est une lubie, une illusion, une utopie qui n'a jamais vu le jour. Donc la Banque Centrale Européenne se trouvant confrontée à des problématiques lourdes économiques, c'est-à-dire une montée du chômage qui est endémique, une croissance économique proche de zéro. Moi, c'est ce que je dis, c'est la zone euro, c'est la zone zéro croissance économique, zéro emploi et zéro pouvoir d'achat pour les citoyens. Bon, à partir de là, c'est du concret, ça. Ça, c'est du concret. Voilà, ça c'est vérifiable par tout le monde, malheureusement. Et donc la Banque Centrale Européenne commence à utiliser des moyens qui sont ce qu'on appelle des interventions non conventionnelles, donc faire du rachat de dettes, ce qui est a priori interdit par le traité de Lisbonne notamment, et auparavant le traité de Maastricht. Donc ils sont en train de transgresser eux-mêmes leurs propres règlements internes, parce que la situation est tellement gravissime qu'ils essayent tant bien que mal de sauver cet euro et de sauver le système bancaire privé. Moyennant quoi, donc, pour revenir à la Grèce, donc ils doivent récupérer leur monnaie, ils doivent, dans un deuxième temps, ce qu'on appelle monétiser leurs dettes, c'est-à-dire que ils prennent grosso modo 4 à 5% de leur création de monnaie
pour rembourser une partie de leur dette, d'abord le capital et les intérêts. C'est ce que nous proposons notamment en France, et ce modèle-là a été simulé, mis en place fin 2011, début 2012, a été présenté par Marine Le Pen, donc ce qu'on appelle le plan de désendettement de la France, et c'est un modèle qui est tout à fait réplicable dans l'ensemble des pays de la zone euro. Si on nous interrogeait au niveau du Front National, si M. Tsipras ou M. Varoufakis nous interrogerait, on pourrait effectivement leur proposer cette modélisation de remboursement de la dette sans saccage social et de manière progressive et en douceur. Voilà, c'est un petit peu le schéma qui serait le plus probant, le plus raisonnable en ce qui nous concerne d'un point de vue économique. Et ça vous semble crédible, cette voie-là ? Est-ce qu'il vous semble, et vous notamment, ce que vous pouvez entendre au Parlement européen, il reste une possibilité, on va dire, qu'ils deviennent raisonnables et qu'ils tiennent leurs engagements et qu'ils s'engagent sur cette voie-là qui serait quand même à la fois pour le peuple grec et pour les intérêts des citoyens européens, notamment des Français, bénéfique. Voilà, c'est une question de volonté politique de M. Tsipras, de M. Varoufakis, d'aller dans le sens de leur peuple. Et c'est une solution technique qui leur permettrait, comme je vous l'ai dit, de rembourser la totalité de leur dette à terme, quitte à la rééchelonner sur la durée et sur le montant des intérêts, mais de rester un État de droit, d'avoir une crédibilité dans le concert des nations. Parce que imaginez, comme propose justement leur banquier conseil Lazare, de répudier 50% de leur dette, ils se mettent au banc des nations internationales. Donc, si vous voulez, pour rester crédible politiquement et économiquement, je ne vois pas d'autre solution que de recouvrer leur monnaie nationale et de monétiser la dette en partie, de manière limitée. Il ne s'agit pas de dépasser 5% par an du montant de leur PIB ou de leur masse monétaire. Mais justement, sur des pourcentages qui sont gigantesques par rapport aux sommes en jeu, mais qui sont relativement faibles, ça prendrait, rembourser une dette de 320 milliards, ça prendrait combien de temps ? Il faudrait le calculer, mais ce serait un rééchelonnement qui serait négocié là justement avec les créanciers, donc la Troïka en l'occurrence, et les États membres qui ont fait comme la France par exemple, qui pourraient avoir du sens et voire même rassurer, y compris les marchés financiers, parce que si ils s'engagent dans une solution où ils ne peuvent pas du tout rembourser la dette ou voire répudier la dette, les marchés financiers vont appliquer une prime de risque qui va être assez importante, comme ça a été déjà le cas en 2008-2009, où nous atteignions des taux d'intérêt de l'ordre de 48% par an en pleine crise de la Grèce en 2009. Il faut quand même se rappeler de ce qui s'est passé. Voilà, donc on en serait bien loin. C'est-à-dire avec cette solution-là, nous pensons que les créanciers accepteraient une solution de la sorte. Alors moi, j'ai une question aux députés. Vous êtes membre de la commission des affaires économiques et monétaires. Absolument. Quel est le rôle joue un député, on va dire français ou britannique, ou on va dire qui est eurosceptique? Quel poids a-t-il pour peser face à la grosse machinerie bruxelloise? Comment agissez-vous? En quelque sorte, nous sommes un peu la conscience de tous ces gens-là. Effectivement, les eurosceptiques, malgré la montée en puissance au niveau européen, restent minoritaires face au PPE, face au SED, qui sont l'équivalent de l'UMP et du Parti socialiste au Parlement européen. Les Verts, la gauche, etc. Et donc, si vous voulez, nous intervenons en rappelant en permanence les risques majeurs systémiques de leur politique, inefficace, qui mène effectivement dans le mur, parce que on le voit bien. J'ai même été auditionné au Sénat, où on est venu parler du plan de Juncker. Ce fameux plan de 315 milliards d'euros qui est ce cher monsieur Juncker. On va en parler un petit peu, parce que vraiment lui je l'aime bien aussi. Le pilote en chef, le pirate en chef, on va dire, furieux, oui, de la fraude fiscale européenne. Le champion du monde, toute catégorie. Et en même temps président de l'Eurogroupe. Donc si vous voulez, nous essayons tant bien que mal de faire passer nos idées. Mais c'est encore difficile, puisque, comme je viens de vous le dire, nous sommes minoritaires. À la commission économique, nous sommes 5-6 parmi 180 ou 200 députés. Donc nous restons quand même ultra minoritaires.
Mais on sent bien la difficulté de nos adversaires politiques, c'est qu'ils se trouvent dans une impasse et que, et encore comme je vous le disais tout à l'heure, ils achètent du temps. D'ailleurs, Monsieur Juncker appelle sa propre commission européenne la commission de la dernière chance. Ça veut bien dire qu'ils ont eux-mêmes compris la situation tragique dans laquelle est leur modèle ultralibéral et mondialiste. C'est-à-dire que quoi qu'ils fassent, ils sont en échec. Ce sont les citoyens européens qui en payent le prix au niveau de leur emploi, au niveau de leur salaire, au niveau de la perte de leur protection sociale, au niveau de la perte de compétitivité dans la concurrence mondiale. Encore récemment, fin 2014, la France est passée au 6e rang mondial derrière l'Angleterre. Et c'est là que je précise par exemple que l'Angleterre, qui elle ne souffre pas de l'euro et ne souffre pas de la politique de l'Union européenne comme est la France, eh bien a sa propre monnaie, a sa banque centrale, n'est pas dans les accords de Schengen et a un gouvernement qui défend les intérêts vitaux de l'Angleterre et des Anglais. Donc quelque part, nous, en tant que Français, nous revendiquons, en quelque sorte, d'être, enfin en tout cas les patriotes français, d'être en quelque sorte comme les Anglais au niveau de notre statut dans l'Union européenne. Voilà, on essaie de faire avancer ce discours. Très concrètement, en ce qui me concerne, je fais un bulletin économique toutes les semaines en tant que stratégiste économique du Front National. Qu'on trouve, je recommande aux auditeurs, qu'on trouve sur Internet. C'est un bulletin vidéo. Voilà, à la fois sur le site du Front National et sur YouTube. Court, qui est très bien fait et sur lequel vous revenez sur les points d'actualité les points forts qu'il faut retenir de manière hebdomadaire. Le dernier notamment, c'était sur l'affaire Tapie, ainsi que sur l'affaire des SwissLeaks avec la banque la fameuse banque HSBC. Si vous voulez bien, je veux bien qu'on parle des deux, parce que les deux concernent et touchent directement évidemment les citoyens français. Le premier, l'affaire Tapie. Le énième épisode de cette affaire qui dure quand même depuis maintenant c'était 1994, c'est ça? Depuis quand? Non, avant même. Il y a bien 20 ans, oui. C'est où tout d'un coup là, il est réclamé à Bernard Tapie l'argent qui lui a été donné par Monsieur Sarkozy et Madame Christine Lagarde, c'est-à-dire un peu plus de 400 millions d'euros. C'est une bagatelle évidemment. Donc que va-t-il se passer, parce que j'imagine qu'il les a pas mis sur un compte en attendant, en disant il va falloir que je les rende. Mais comment on en arrive à des situations ubuesques comme celle-là, avec des gens qui sont une fois de plus, comme vous le disiez, je parle de Monsieur Sarkozy, autre sinistre et criminel personnage, et Madame Lagarde qui préside aujourd'hui au FMI et qui est également une des fossoyeurs de l'Europe, responsable de cette situation totalement démente et criminel, en tout cas en ce qui concerne l'économie française et les citoyens français. Oui, si vous voulez, le cas Tapie est symptomatique en fait de ces accords au plus haut niveau entre, je dirais, les dirigeants politiques. En l'occurrence, c'était Monsieur Sarkozy et Madame Lagarde, comme vous l'avez précisé, qui par une espèce de tribunal d'arbitrage, voilà, politique, voilà, c'est un tribunal politique, a octroyé effectivement cette indemnité parce qu'il aurait eu un préjudice. S'il avait fallu faire payer à Monsieur Tapie tous les préjudices qu'il a causés à l'ensemble des entreprises et des industries françaises en tant que raideur dans les années 80. Puis comme ministre de la ville ensuite, je pense que la facture serait bien plus importante. Ça c'est l'histoire de Tapie, ça date évidemment à nouveau des opérations criminelles des années Mitterrand, notamment du Crédit Lyonnais qui était la banque socialiste, transmission de toutes les escroqueries du Parti socialiste, et également il y avait l'affaire Adidas qui était aussi jointe dans ce dossier-là. Jusqu'à la faillite du Crédit Lyonnais, il faut quand même se le rappeler. On a vite oublié, mais les Français payent encore dans leurs impôts le renflouement du Crédit Lyonnais à l'époque où la banque était encore publique, sous contrôle de l'Élysée, et c'était la banque des socialistes, il faut le dire, qui servait effectivement à toutes les affaires frauduleuses qui se sont passées à ces époques-là. Voilà, donc très concrètement là, dans le cas des 400 millions, est-ce que le contribuable français peut espérer voir réinjecter dans l'économie française ces 400 millions qui lui ont été volés? D'après le jugement qui s'est passé cette semaine, il semblerait que oui. Maintenant, est-ce que Monsieur Tapie a encore cette somme-là par devers lui? Tout le problème reste
à voir. Et je pense qu'en plus de ça, il va faire probablement appel ou voire jusqu'en cassation. Il y a des chances. Il va gagner encore du temps en espérant qu'il y ait un changement de régime politique avec peut-être son camarade Sarkozy en espérant qu'il revienne au pouvoir. Il faut quand même pas perdre de vue que ce monsieur-là était ministre socialiste sous Mitterrand et que ça montre le côté interchangeable de tous ces dirigeants à la fois économiques et politiques. Et d'un degré de corruption absolue. Parce que quand on en arrive à de telles sommes, c'est vraiment, il y a une pourriture intrinsèque. Tout à l'heure, vous parliez de monsieur Giscard d'Estaing, mais effectivement de monsieur aussi l'imposture économique de monsieur Attali, qui quand même nous a enfermés. L'imposteur numéro 1. Numéro 1, je dirais, oui, tout à fait, parce qu'il était conseiller spécial du président Mitterrand dans les années 80, qui a instauré ce modèle ultralibéral et mondialiste en France depuis le début des années 80, et qui aujourd'hui pavane sur tous les plateaux pour dire il faut changer de solution, il faut aller encore plus loin, il faut que l'Union européenne devienne fédéraliste. Je me suis trompé depuis 40 ans, donc écoutez-moi. Non, il s'est pas trompé, c'est toujours lui qui a eu raison en tout temps, sauf qu'il nous a mené au fond du précipice, et que maintenant c'est lui qui va nous donner les solutions pour en sortir. C'est une imposture économique totale. C'est quand même lui qui a rendu le rapport du LME, loi de modernisation de l'économie, commandé par Sarkozy, et qu'il l'a remis en 2008. Et la loi Macron n'est que qui s'appelle la loi Macron aujourd'hui. Faut pas se tromper. La traduction du rapport de monsieur Attali de 2008, sous l'UMP, est appliquée aujourd'hui par les socialistes. Ce qui prouve notre thèse que UMP et PS ne forment qu'un seul et même parti, en tout cas d'un point de vue économique et financier, et qu'on a bien raison de s'appeler l'UMPS. Mais ça, aujourd'hui, c'est tellement évident que même Attali ne le cache plus, puisqu'il est en train de préparer pour 2017 un gouvernement d'union pour lutter contre Marine, et ça devient totalement grotesque. Mais là aussi, plus que ça, un gouvernement économique mondial, parce que ça, c'est leur lubie absolue. C'est propre aux apatrides, un nouvel ordre mondial. L'échelon européen n'est qu'une étape. C'est une étape vers le chemin, effectivement, d'un nouvel ordre mondial et d'une monnaie unique mondiale. C'est ça, en fait, qui le point de mire de tous ces gens-là, c'est ça. Qu'ils aient beaucoup de mal. Je pense que l'avenir nous le dira, mais je pense qu'ils ont intérêt effectivement le compte à rebours commence à sonner très mauvais pour eux. Alors, on va donner la parole un peu aux auditeurs. Un auditeur nous dit, pouvez-vous nous parler, Monsieur Monod, du traité transatlantique et quelles conséquences aurait-il sur l'Europe ? Alors, ce que l'on peut en dire aujourd'hui, c'est pour l'instant ce que l'on voit dans les médias, un petit peu ce que l'on voit effectivement dans les commissions dans lesquelles nous siégeons, notamment Marine Le Pen à la commission du commerce international. Le traité transatlantique, en tout cas les documents de négociation, sont très difficilement consultables. Pour vous donner un ordre d'idée, au Parlement européen existe ce qu'on appelle une data room, une chambre où on pourrait éventuellement consulter ce document qui fait environ 2000 pages, tout en anglais bien entendu. Et tenez-vous bien, pour aller consulter ce document-là, donc qui sont l'émanation des travaux de négociation entre Washington et Bruxelles, puisque le président Hollande en 2013 a donné mandat à la commission de Bruxelles de négocier pour le compte de la France. Donc on navigue totalement en aveugle, et donc effectivement vous pouvez consulter ce document tout en anglais sans savoir ce que vous cherchez précisément, même si on a une petite idée, pendant une consultation d'une demi-heure avec un huissier à vos côtés, et sans avoir la possibilité de prendre de notes. Donc sans papier, sans crayon, sans photographie effectivement, et sans téléphone portable. Et en signant un acte de et en signant un acte de confidentialité, vous êtes bien renseigné. C'est ce que j'ai fait moi, puisque Marine Le Pen m'a demandé de le faire pour son compte. Et voilà, je m'apprête d'ici quelques semaines à aller consulter, donc je pourrais vous en dire un petit peu plus ultérieurement si vous avez une demi-heure pour lire l'intégralité du document. Absolument. En anglais. Voilà, avec un huissier qui observe effectivement. Et comment en arrive-t-on au Parlement Donc vous devez jouer sur votre mémoire à du délire absolu à ce niveau-là, parce que là c'est en train de devenir quelque chose de. C'est même plus ubuesque. Ça s'appelle la démocratie européenne. Parce qu'il faut allier ces gens. Quand Marine a évoqué le traité transatlantique la première, en le dénonçant, il y a quelques mouvements, on va dire, altermondialistes qui l'ont dénoncé, comme Attac,
Mais sinon, c'était on va dire, le statu quo totalement, personne n'en parlait. Mais aujourd'hui, quand on en parle, tous les politiques sont contre. Ils sont tous à le dénoncer en disant... Parce que c'est un phénomène à la mode, voilà, mais s'il y avait la réalité des votes des eurosceptiques, voilà, probablement ils parleraient tous comme d'un seul homme, et ils trouveraient que le traité transatlantique est formidable. D'ailleurs, il y a déjà un traité qui a été signé, c'est entre le Canada et l'Union européenne. On en voit déjà les prémices, puisque nous, ce qui nous choque le plus au Front National, c'est cet aspect de tribunaux privés. Des tribunaux d'arbitrage, comme ça a été le cas dans l'affaire Tapie et Madame Lagarde et Monsieur Sarkozy. Ça permet de faire ce qu'on veut, voilà, c'est-à-dire que grosso modo, pour être très concret, comme ce sont les multinationales qui, de par leur lobbying permanent auprès de la Commission européenne, imposent leurs solutions, eh bien là vous avez par exemple Monsanto, multinationale de l'agroalimentaire américaine, qui pourra attaquer directement l'État français en lui demandant réparation pour la non-application de telles normes ou pas dans les formes tout à fait voulues, etc., qui pourra redemander des réparations financières et des sanctions d'un tribunal privé et non plus d'une justice publique. Voilà ce à quoi on est confronté maintenant, c'est-à-dire des attaques directes des lobbies industriels contre des nations, des États. Comment la France... Et au final, ce sera encore une fois les contribuables français qui, bien entendu, paieront la facture. Et comment la France aujourd'hui, et alors là je m'adresse aussi aux députés français au Parlement européen, mais à l'élu du Front National, comment la France et Marine Le Pen peuvent-elles se prémunir et se défendre face à ce qui est vraiment un des actes d'asservissement les plus hallucinants qui a eu lieu depuis ces dernières années? En faisant de la politique, c'est ce que nous nous efforçons de faire, avec un certain succès. Là, il commence à y avoir une urgence. Non, quel est le programme prévu pour la mise en place de ce traité? Alors il y a deux choses. La première, c'est que déjà ce traité n'est toujours pas ratifié. Il est encore en cours de négociation. On commence à en parler. Ça arrive au niveau des débats, je dirais, dans les commissions, et puis après à terme. Mais bon, à un moment donné, le texte final va sortir, et ensuite ça va passer en ratification au Parlement européen, puis aux parlements nationaux. Il y a donc différents échelons, international et aussi national. Ça, c'est le premier élément. Donc, probablement, comme ils sont majoritaires, probablement que ce traité aboutira et sera voté au niveau du Parlement européen. Bien entendu, les eurosceptiques et le Front National s'y opposeront avec vigueur. Mais après, il y a deuxième possibilité. Si Marine Le Pen arrive au pouvoir le plus tôt possible, on l'espère, on peut aussi abroger ce traité. Ah, mais comme voilà. Loi, donc les solutions sont uniquement politiques. Voilà, c'est pour ça que le politique doit primer sur l'aspect économique. C'est ce que nous appelons de nos vœux, et c'est ce que fait Marine Le Pen. Ma question, ça serait toujours avec vos collègues européens, comment justifie-t-il que cette Europe qu'on a créée en disant on va créer une espèce d'États-Unis, des États européens pour peser face aux États-Unis, pour peser face à la Chine, tout ça pour arriver à s'offrir totalement à l'ennemi à travers des traités qui finissent de détruire les dernières barrières douanières ou non tarifaires qui protégeaient encore nos agriculteurs, nos éleveurs, parce que là, le salon de l'agriculture s'est ouvert et c'est les premiers menacés. Comment justifier justement cet abandon total aux grands amis américains? La trahison des dirigeants français depuis 40 ans. Et j'ose le dire, Monsieur Chirac en premier, depuis 35 ans ou 30 ans. Monsieur Chirac a trompé et trahi le monde agricole, qui ne voyait qu'à travers lui à l'époque, parce qu'il venait avec des primes de l'Europe pour effectivement imposer de nouvelles normes, des nouvelles solutions européennes avec la politique agricole commune. Donc en quelque sorte, les agriculteurs malheureusement sont devenus des chasseurs de primes, au détriment bien entendu de leur métier. Et le jeu de dupes qui s'est produit, c'est abandonner vos prix au comptant pour instaurer sur les marchés financiers internationaux les marchés à terme, donc les cours mondiaux sur l'ensemble des matières premières produites par les agriculteurs et les éleveurs. Moyennant quoi, ça a duré une petite trentaine d'années. Et en 2015, vous avez les quotas laitiers en France qui ont pris fin. C'est-à-dire que les éleveurs qui à l'époque avaient encore le soutien des primes de l'Europe s'est achevé en 2015,
et ils se retrouvent en quelque sorte le bec dans l'eau puisqu'ils n'ont plus de revenus. Déjà leur revenu avait été nivelé par le bas parce que les rémunérations étaient largement divisées. Également les exploitations agricoles ont diminué fortement, avec des exploitations qui sont devenues plus en plus importantes, mais avec un nombre d'agriculteurs et d'éleveurs qui a nettement diminué depuis 25 ans. Et puis au-delà de tout ça, si vous voulez, c'est aussi la désespérance par cette trahison en quelque sorte politique qui fait que les agriculteurs ont une vie extrêmement difficile. Il faut retenir quand même un ou deux chiffres. 90% des agriculteurs, pour les avoir rencontrés dans des tables rondes l'année dernière, notamment pendant ma campagne, sont divorcés. Ils ne peuvent plus avoir de vie de famille normale en travaillant 15 heures par jour avec des rémunérations à la baisse. Certains sont au RSA et pas de vacances. Et donc, comment vous voulez arriver à concevoir une vie de famille de cette manière-là? Le deuxième élément, c'est que les agriculteurs et les éleveurs souffrent énormément à tel point que un agriculteur sur deux se suicide. Non, pas un agriculteur, pardon. Tous les 2 jours, un agriculteur se suicide. C'est ça, il faut avoir vraiment conscience de la désespérance dans le monde agricole. Et donc, si vous voulez, le traité transatlantique, voilà, c'est le coup de grâce final qui va, achever définitivement l'ensemble du monde rural et de la construction de l'agriculture française telle qu'elle est aujourd'hui. Et voilà, c'est notre inquiétude en tant que comme politique est à ce niveau. Et on va encourager tous les auditeurs à se rendre la semaine prochaine au Salon de l'Agriculture pour apporter leur soutien aux agriculteurs français, admirer ce qui reste encore de notre patrimoine, mais surtout leur apporter ce soutien parce que c'est vrai que vous parliez de désespérance, ils sont dans un état de désespérance très avancé. J'ose le dire, ce sont des héros de la République. De la France. Il faut aussi voir que le Salon de l'Agriculture n'est pas forcément très représentatif justement du monde agricole et de la ruralité. Puisque petit à petit, ce qui faisait la réalité du monde agricole, les éleveurs, aujourd'hui, le salon de l'agriculture, c'est quand même la façade, c'est des beaux bestiaux, c'est une certaine forme, et c'est très bien pour accueillir. La vitrine. C'est de la vitrine, mais qui ne représente pas, du passé. Pas du tout. Du passé. Quand on rencontre des éleveurs, on leur dit vous allez au salon de l'agriculture, ils disent bah non, nous on a autre chose à faire. Il y en a qui n'ont pas les moyens en plus. Si c'est juste pour aller accueillir des politiques et c'est pas voilà. Donc le salon ils ont quand même sifflé Hollande le nain hier, donc ça prouve qu'ils ont encore du bon sens. Alors une petite précision au niveau du Front National dans le cadre de notre programme économique et agricole, nous souhaitons proposer, bien entendu en reprenant notre souveraineté nationale, ce qu'on appelle la PAF, la politique agricole française, par contradiction aux politiques agricoles communes, en rehaussant d'ailleurs le montant de cette aide à près de 13 milliards d'euros, alors qu'à l'heure actuelle, elle est à environ 9 milliards d'euros reçus de l'Union européenne, et donc de perpétuer ce système d'aide à l'agriculture, parce que nous considérons que c'est l'économie première d'ailleurs de la France, vraiment le monde agricole et le monde de l'élevage, et alors qu'il faut bien avoir conscience que la politique agricole commune 2014-2020 va prendre fin donc en 2020. La France ne bénéficiera plus de plans d'aide à partir de 2020. Entre-temps, ce sera au bénéfice. J'espère que ça aura changé les choses. Effectivement. D'ailleurs, vous avez 2 collègues qui sont Philippe Loiseau et Édouard Ferrand, qui sont de la commission agriculture, qui s'impliquent beaucoup sur le terrain. Dont Philippe Loiseau est d'ailleurs agriculteur. Donc il sait de quoi il parle quand même. Il y a un agriculteur et un chasseur. Alors, je vous rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie dans le libre journal de Grégoire Boucher, assisté par Christophe de Roscouré, que nous sommes le 22 février 2015 et que nous traitons du sujet de l'Europe, bien malade mais avec plein d'espoir néanmoins, et avec Bernard Monod, député français au Parlement européen et économiste, et que nous avons en ligne Nikola Mirković, écrivain, auteur d'un remarquable Martyr du Kosovo, qui est là encore un rappel de ce que l'Europe et la lâcheté des Européens est capable de faire de pire et qui est en train de se reproduire dans le Donbass. Et Nikola Mirković, qui était dans la rue hier et qui serait à nouveau demain à Paris pour le colloque sur ce sujet-là, va pouvoir nous entretenir et nous expliquer justement quelle situation dramatique est en train de se vivre tant au Kosovo, mais aussi évidemment que dans le Donbass.
Cher Nicolas Mirkovic, je vous salue. Bonjour Grégoire, bonjour tout le monde. Comment allez-vous en ce beau dimanche ? Écoutez, toujours bien les dimanches et on va dire toujours bien en règle générale malgré la situation alarmante que vous évoquiez il y a peu d'instants. Il faut garder à l'esprit que la vie est un combat et on ne choisit pas toujours son siècle, sa génération, mais voilà, tant qu'on a la force et la bonne santé pour poursuivre ce combat, alors il faut estimer que tout va bien et que le combat doit se poursuivre. Alors Nicolas, hier les médias européens fêtaient l'anniversaire de l'Euromaïdan. Vous avez participé à une manifestation dans Paris, oui. Devant l'ambassade d'Ukraine, je crois. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette approche dissidente de justement ce qui se passe en Ukraine? Eh bien, on essaye juste de rappeler la véritable histoire, hein, quel que soit le conflit qui a lieu en Europe aujourd'hui. On a toujours une vision unilatérale de ce qui se passe. On n'a pas de vision différente, et on a un peu une vision angélique de ce Maïdan et une vision en tout cas de l'Ukraine qui est complètement biaisée. Il y a eu des accords de cessez-le-feu. Il faut rappeler à tous les auditeurs qu'il y a quand même plusieurs milliers de morts. Le plus bas chiffre qu'on trouve aujourd'hui est 6 000 morts dans la guerre civile qui a eu lieu en Ukraine. Et il y a eu des accords de cessez-le-feu qui ont été signés par l'Ukraine. Et on a manifesté avec l'association humanitaire Vostok hier devant l'ambassade d'Ukraine pour rappeler au gouvernement ukrainien que nous serions très très vigilants sur l'application de ce cessez-le-feu, parce que il y a une grande part de responsabilité, sinon une unique part de responsabilité dans ce conflit qui est à Kiev et par un gouvernement issu d'un coup d'État, hein, c'est la réalité. Donc il faut que toutes les opinions, toutes les personnes de bonne volonté regardent ça de très près, et pour dire que nous ne fermerons pas les yeux sur la guerre civile qui a lieu en Ukraine aujourd'hui, et on fera tout pour que la paix revienne, parce que c'est pas une question de choix de camp, même si on peut avoir des préférences. C'est une guerre civile en Europe, et on sait que ça peut se terminer très très mal, et que nous devons tout faire pour privilégier la paix, qui est le seul contexte dans lequel des accords peuvent être négociés entre parties différentes, peuples différents même, en Europe aujourd'hui. Alors je voudrais vous citer, et à la limite c'est pour aussi vous, Bernard Monod, une intervention d'Hélène Carrère d'Ancos, la secrétaire perpétuelle de l'Académie française, le 4 février dernier au Sénat, et qui disait de manière parfaitement directe: c'est par la volonté russe que la guerre froide s'est arrêtée, que l'Empire est tombé. La vocation impérialiste de la Russie est une fiction. Il a existé une volonté européenne de la Russie dans les 10 premières années qui ont suivi la fin de la guerre froide, puis elle s'est dégradée pour aboutir aux crises de l'Ukraine et de la Géorgie. La Commission européenne porte une lourde responsabilité dans cette évolution pour n'avoir rien compris. C'était au Sénat le 4 février dernier. C'est un constat qui fait plaisir à entendre, parce qu'au moins on parle en vérité. Mais quel constat d'échec! C'est un constat terrible d'échec. Voici qu'on nous assène à longueur de journée cette nécessité de construire l'Europe. Et je vais vous dire très franchement, je me sens très européen, mais je n'ai rien à voir avec l'Europe dont on parle. Et la solution qu'on trouve pour régler des différends dans nos différents pays, c'est la guerre. Ce sont les armes. Quelle est cette Europe? Où est cette Europe qui ne fait que remorquer son wagon derrière la locomotive américaine? On comprend et on sait aujourd'hui, parce que les Américains ne s'en cachent pas, quel est leur intérêt à eux, et qu'ils visent la Russie depuis de nombreuses années. Mais il y a un échec cinglant de Bruxelles qui est complètement absent et qui ne fait que appliquer la stratégie géopolitique américaine. Donc je crois encore que les peuples européens ont leur mot à dire, que tout n'est pas plié, et en revanche il faut que notre voix se fasse entendre, parce qu'une guerre civile à la frontière de la Russie, c'est pas juste une guerre civile qui peut rester locale. C'est une guerre qui peut s'étendre, qui peut avoir des implications, et qui sait jusqu'où est-ce que cette poudrière pourrait aller. Donc il est important de regarder ça très près et de faire en sorte qu'on fasse taire les armes pour que les Ukrainiens, chez eux, trouvent une solution, que ce soit un choix de vivre ensemble, un choix de plus d'autonomie, de vivre sous une forme de fédération ou de l'indépendance. Ce n'est ni à Bruxelles ni aux Américains de décider ce que les Ukrainiens doivent faire.
Nicolas, vous parliez de vivre ensemble. Pour avoir été dans le Donbass comme vous, la population est, on va dire, russophone, n'a plus du tout envie de vivre avec la partie ouest de l'Ukraine qui les bombarde, et ils voient sincèrement des agresseurs qu'ils qualifient de fascistes, parce qu'ils ont effectivement subi les milices, des milices armées qui copains de BHL. Voilà. Et donc on sait que la solution ne sera pas dans le vivre ensemble, mais en tout cas dans un accommodement entre deux peuples qui ne veut plus vivre ensemble. C'est mal parti, en effet. C'est mal parti. On peut le souhaiter ou pas, mais en tout cas c'est mal parti. Et moi, comme vous le disiez, j'étais au Donbass au mois de décembre. Comment voulez-vous faire la paix, en tout cas à court terme, avec un régime qui a pris le pouvoir de manière illicite, illégale, et qui vous bombarde? C'est-à-dire que même les civils du Donbass, qui n'avaient peut-être pas forcément de velléité à se séparer, quand Kiev suspend la distribution de gaz, de chauffage, donc quand Kiev suspend à, entre guillemets, sa propre population, la distribution d'aides ou de subventions ou de pensions de retraite, comment voulez-vous... Les banques. Voilà, les banques qui sont fermées, il n'y avait plus de distribution de hryvnia, d'argent dans les rues du Donbass. Comment voulez-vous que ces civils, demain, fassent confiance à ce gouvernement dont une des premières décisions, il faut le rappeler, a été d'interdire la langue russe comme langue officielle du pays. Alors, ils sont revenus sur cette décision, mais il y a une frange d'extrémistes dans ce gouvernement anti-russe, et donc du coup anti-russophone, qui fait peur à cette population. Cette population ne peut pas faire confiance. Et maintenant que les bombes sont tombées et qu'il y a eu tout ce malheur, et une catastrophe humanitaire, ce sont les termes même de l'ONU, une catastrophe humanitaire au Donbass, il y a fort à parier que la vision d'une Ukraine unie, telle que c'était il y a encore un petit peu plus d'un an, est tout à fait illusoire aujourd'hui. Et est-ce que c'est bien pour l'Europe, ça? Je ne sais pas. Alors, une fois de plus, ce sont c'est la stratégie américaine qui s'implique, c'est les États-Unis qui ont décidé de faire exploser la Yougoslavie, de créer un État fantoche qui est le Kosovo. Ce sont les États-Unis qui ont financé, ils s'en cachent pas, Victoria Nuland, la sous-secrétaire d'État actuelle des États-Unis, a avoué que les Américains avaient payé 5 milliards de dollars, et je souligne parce que ce n'est pas une petite somme, 5 milliards de dollars pour faire basculer l'Ukraine dans le giron atlantiste. Et le géopoliticien ou le stratège américain par excellence, Brzezinski, dit que sans l'Ukraine, c'est-à-dire que si la Russie ne peut pas s'appuyer sur l'Ukraine comme partenaire, sans l'Ukraine, la Russie n'est plus une puissance européenne. Donc c'est vous dire à quel point les Américains... leur volonté est manifeste, oui. Et derrière, la stratégie, c'est de faire tomber la Russie. Et on ne peut que déplorer la seule action finalement européenne qui a été de monter l'embargo russe. Et j'interroge Bernard Monod, qui est une catastrophe économique pour nous, qui se chiffre à déjà des milliards d'euros. Comment vous l'avez ressenti justement cet embargo russe sur Comme un retour de bâton. Voilà, un retour de bâton. En croyant sanctionner la Russie, eh bien la Russie a pris elle-même des dispositions qui fait que notamment elle a réduit les livraisons de gaz ou détourné vers d'autres pays que l'Union européenne, et notamment arrêté d'acheter des produits venant de l'Union européenne et directement des produits agricoles venant de la France. Donc voilà, malheureusement, c'est encore une fois les citoyens qui en payent le prix. Et pour compléter ce que disait notre ami, je pense que les moyens utilisés par l'Union européenne et les États qui veulent être dictatoriaux en fait en quelque sorte, c'est de couper les vivres du système bancaire. C'est exactement ce qu'ils ont fait. L'arme économique, c'est aussi ne plus garantir financièrement les banques publiques. C'est ce qu'ils ont fait dans le Donbass, où ils ont créé une véritable panique bancaire. Les gens ne pouvant plus retirer ou très peu d'argent à leurs distributeurs ou leur agence bancaire. Et du coup, créant un marasme économique et financier immédiat. C'est aussi ça, la répression, ça passe par l'économie et la finance.
Alors j'interrogerais bien Nicolas sur son autre sujet de prédiction qui est le Kosovo, puisque ce qui se passe au Kosovo est aussi une conséquence de la politique européenne, alliée de l'OTAN, mais aussi européenne. Aujourd'hui, cette semaine est parue dans la presse sur le fait que le Kosovo se vidait de ses habitants. Vous avez dû voir ça, Nicolas. Et c'est la conséquence d'une politique économique et sociale complètement désastreuse. Catastrophique même. Catastrophique. Vous savez, on dit on juge un arbre à son fruit. Et soyons cyniques pendant quelques instants. Imaginons vraiment que la solution américaine, qui était de bombarder la Yougoslavie, de faire plusieurs centaines de morts, de civils, était pour un bien meilleur. Eh bien, regardons 15 ans plus tard la conséquence directe de ce bombardement et du choix de Bruxelles et de Washington de créer cet État fantoche du Kosovo. Le Kosovo est une des régions les plus pauvres d'Europe aujourd'hui. Vous avez un taux de chômage des moins de 20 ans qui est de 60%. Vous avez la moitié de la population en règle générale qui est au chômage et le salaire moyen, le salaire de ceux qui travaillent est donc du $60 par mois. Vous avez un pays qui se vide parce qu'il est aux mains aujourd'hui de l'UCK qui sont des anciens mafieux, donc du coup des gens qui n'ont aucune formation pour diriger un pays, mais qui sont le pouvoir local, le bras droit de la politique américaine. C'est pas la peine de dire anciens mafieux, ce sont des mafieux tout court. Oui, ce sont des anciens mafieux qui sont encore mafieux aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez beaucoup de grands acteurs européens, occidentaux, Fabio Mini qui était patron de la KFOR de l'OTAN qui était sur place. Vous avez évidemment le rapport de Dick Marty qui a été validé, qui a été signé par le Conseil de l'Europe, qui accuse Hashim Thaçi, l'ex-premier ministre, plus de 20 fois d'être l'organisateur de tous les trafics de drogue, de prostitution au Kosovo. Et aujourd'hui, même les Albanais se rendent compte que eux-mêmes, qui ont cru à la création de cet État, se sont fait avoir et qu'en gros ils vivent dans un protectorat américain. Et ben les Albanais, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Eh bien, ils partent, ils fuient massivement. Même les Albanais. Ce sont essentiellement des Albanais, ou quasiment exclusivement des Albanais qui partent. Il y en a déjà quasiment, on parle de 20 à 50 000 Albanais qui ont fui le Kosovo ces dernières semaines, principalement pour l'Allemagne. Et l'Allemagne même, l'Allemagne a tiré la sonnette d'alarme également cette semaine en disant que c'est un sujet très à regarder de très près. Ils sont très préoccupés par cette situation parce que voilà, que faire de tous ces Albanais qui émigrent. Alors c'est un peu un pied de nez pour les Serbes qui voient l'arroseur arroser et que ceux qui ont bombardé et qui ont dépensé des dizaines de milliards de dollars dans cette guerre, eh bien doivent aujourd'hui gérer la situation chez eux, non plus en Serbie, en Yougoslavie, mais directement en France, en Allemagne, partout. Okay. Quel constat d'échec encore pour l'Europe? C'est catastrophique. Alors Nicolas Mirković, je rappelle que vous avez sorti l'année dernière un ouvrage qui s'appelle Le Martyr du Kosovo aux éditions Jean Picolec, ouvrage retiré, réimprimé plutôt, parce qu'il a eu un certain succès. Mérité. Dans la dernière partie de l'ouvrage, vous faites des préconisations. En fait, vous ouvrez vers l'avenir de ce que pourrait être le Kosovo. On en est loin là dans la situation actuelle. Oui, on en est loin. Moi, maintenant, je vais bien rappeler ce que disait Thucydide, c'est que l'histoire est un perpétuel recommencement. Et comme je le disais au début de mon intervention, il faut toujours garder l'espoir. Je rappelle toujours que les Albanais étaient 2% de la population de plus ou moins le territoire qui équivaut au Kosovo aujourd'hui quand les Ottomans sont arrivés au XIVe siècle et qui sont devenus 90%. Et je rappelle toujours que les Serbes, qui représentent 7% de la population sur le Kosovo, peuvent redevenir maîtres sur leur terre ou au moins aspirer à un accord juste avec les Albanais pour un partage de territoire où les Serbes garderaient le contrôle sur leur patrimoine. Parce que c'est surtout ça, ce qui est important au Kosovo, c'est que les Serbes puissent garder tout leur patrimoine qui est au Kosovo et qui est ce pourquoi, entre autres, ils se sont battus pendant plus de 500 ans d'occupation, que ce soit ottomane ou plus tard fasciste, nazi et malheureusement sous le communisme également. Dans les solutions immédiates, il n'y en a pas, ça c'est certain, mais le fait de voir que depuis 15 ans, nous avions dit que cela allait être un échec au Kosovo, qu'il allait y avoir un retour du bâton, que ça n'allait faire qu'envenimer la situation et qu'en bombardant, eh bien, on pouvait éventuellement remettre le couvercle sur le pot
pendant quelques années, mais qu'au bout d'un moment, eh bien, la marmite allait déborder. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir, parce que cette catastrophe est toujours une catastrophe humanitaire. Il y a des Albanais qui se disent, maintenant, eh bien, ce pouvoir que nous avons, il est corrompu. Nous devons nous retrouver autour d'une grande Albanie, c'est qui est la menace réelle. Depuis longtemps, nous l'avions dit, un des projets de beaucoup d'Albanais est de rassembler les terres sur lesquelles se trouvent des Albanais qui sont non seulement évidemment en Albanie, mais également au Monténégro, en Macédoine, ailleurs en Serbie et en Grèce. Et donc du coup, ce sont ce type de projets-là que sont en train de cultiver certaines franges albanaises au Kosovo. Et comme la situation actuelle n'est pas bonne, eh bien tous les peuples dans la région savent qu'ils sont sur le fil du rasoir, c'est une situation tendue. Et on l'a vu avec un petit match de foot, apparemment anodin l'année dernière, comme quoi une petite bannière qui survolait un stade pouvait mettre le feu aux régions pendant quelques jours, avec des situations de pogrom pour ces différents peuples-là dans les différents pays. Donc la situation n'est pas réglée, et tant qu'elle ne sera pas réglée, eh bien il y a de l'espoir, malheureusement, ou heureusement pour nous, de trouver une issue, une autre solution. Ça se passera pas avec l'Union européenne et avec les Américains, ça c'est certain. Merci beaucoup Nicolas Mercuri pour ces éclairages. Vous vous mettiez sous la figure de Thucydide. C'est une bonne transition pour évoquer le colloque d'historiens qui va avoir lieu demain sur la Serbie au XXe siècle. Est-ce que vous pouvez nous évoquer un petit peu ce colloque? Juste un mot, parce que effectivement le temps presse vite là. Alors je vais faire très vite. C'est un colloque passionnant sur la Serbie au XXe siècle. C'est un colloque qui est organisé par Philippe Conrad. On va évoquer l'histoire de la Serbie, de ce peuple. Je le rappelle, le peuple serbe qui a toujours été un peuple frère de la France. Et les Serbes tiennent les Français en estime aujourd'hui, malgré l'histoire actuelle. Il y aura donc avec Philippe Conrad Slobodan Konstantinovic pour parler de l'épopée des Tchétniks, Slobodan Despot qui parlera de la Yougoslavie, de l'histoire de la Yougoslavie au XXe siècle et de Tito. J'aurai l'honneur de parler moi-même du Kosovo, de la situation du Kosovo, de l'histoire de sa création jusqu'à aujourd'hui. Et le colonel Jacques Hogar clôturera ce colloque sur ce qu'il a lui-même vécu en tant que responsable du COS au Kosovo. Et c'est un témoignage complètement, déroutant, hallucinant et qui mérite vraiment la peine d'être écouté. Tellement le colonel Jacques Hogar parle avec sincérité et voilà, à bas les cartes sur ce qui s'est réellement passé, ce qu'il a vu au Kosovo. Donc c'est demain à la Maison des Mines. À la Maison des Mines, à Paris, à 20h30. 20h, donc lundi, on sera le 23 février. 270 rue Saint-Jacques, dans le 5e. Voilà, au métro Port-Royal. Vous aurez le bonheur de retrouver Nicolas Mirkovic, que nous saluons. Et merci infiniment, donc à demain, Nicolas. Merci beaucoup, et merci pour vos éclairages sur ces deux points de fixation dramatiques pour l'Europe, que sont le Kosovo Metochi et évidemment l'Ukraine ou le Donbass. Alors là, je me retourne vers le député européen. Quand on est au Parlement européen de cette manière-là et qu'on voit à quel point l'Europe, d'un côté, est d'une lâcheté prodigieuse et en même temps laisse vraiment créer en son sein des véritables guerres civiles par son irresponsabilité, ça doit être un petit peu déprimant de se sentir à ce point-là en minorité aussi quand même. Complètement, surtout quand on vote contre les actions et les sanctions, etc. Mais au-delà de ça, vous dites qu'ils sont irresponsables. Moi, je dis qu'ils sont responsables. L'Union européenne, totalement responsables. l'OTAN et les Américains derrière. Totalement responsables, on est bien d'accord. Ils portent d'ailleurs une lourde responsabilité. Je pense que l'histoire les jugera et malheureusement, il y aura entre-temps des victimes. Et qui sont tous les jours, oui. Et ça va pas en s'arrangeant. Alors, un auditeur nous signale qu'il y a la possibilité de signer une pétition contre le TTIP, donc le traité transatlantique, qui s'appelle le traité transatlantique. Il a plusieurs noms, oui. Et qu'on appelle TTIP pour surtout mieux le faire disparaître de la circulation, et que vous pouvez trouver sur Internet. Ça s'appelle stop-ttip.org. Il y a déjà presque 1 500 000 signatures. Allez-y. Il est temps effectivement de faire bouger les peuples, même s'ils sont pas tellement démocrates au niveau européen. Donc de toute façon, il pourrait y avoir 6 millions de signatures, ça les empêcherait pas j'ai l'impression que ça les empêcherait pas de dormir. Je vous rappelle le traité de constitution de 2005, 55% des Français avaient voté contre et ça n'a pas empêché la forfaiture de Sarkozy avec le traité de Lisbonne. Ce qui est étrange, c'est de voir qu'aujourd'hui en Europe, ce qu'on appelait la démocratie n'est plus vu et dénoncé comme du populisme.
C'est ça, voilà. Quand vous êtes patriote et que vous défendez les intérêts du peuple, vous êtes populiste et donc vous êtes un adversaire du pouvoir. Mais nous, ça nous va bien, puisque nous sommes là effectivement pour d'abord défendre les Français, enfin tous les citoyens de manière générale, mais prioritairement les Français, bien entendu. Et s'il faut effectivement lutter contre ces adversaires de la démocratie, c'est ce que nous faisons à Bruxelles et en France. L'auditeur nous demande également de mettre un petit peu les choses au clair. Vous l'avez déjà fait, mais je voudrais que vous en remettiez, que vous soyez à nouveau sur ce sujet-là. Comment peut-on d'un côté, là je pense à la position de Marine Le Pen, vous féliciter entre guillemets évidemment de l'arrivée de Tsipras au pouvoir en Grèce, qui évidemment n'est pas véritablement un ami politique, et en même temps réclamer le remboursement de la dette grecque. C'est une contradiction apparente. Autant la lever tout de suite. Absolument. Effectivement, on a eu quelques remarques là-dessus. Au contraire, de notre point de vue, c'est tout à fait cohérent. La première chose, c'est qu'on se félicite de la prise de conscience d'un peuple et de l'expression d'un peuple de manière démocratique. C'est ça que l'on a soutenu. C'est pas le parti Syriza d'extrême gauche, dont nous combattons d'ailleurs les solutions de leur programme communiste. Notamment, l'une des plus importantes, c'est l'immigration massive. C'est l'une des premières mesures qu'ils ont prises. Donc, on peut pas soutenir ça puisqu'on veut exactement l'inverse. Mais ce qu'on a salué effectivement d'un point de vue politique, voilà, c'est que le peuple se libère de leur gardien de prison de l'Union européenne et montre qu'il voulait changer effectivement de voie et de politique. Bon, c'est ça qu'on a salué. Manifestation d'une réaction contre le deuxième point, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que nous considérons la Grèce comme un État de droit et tout État de droit doit rembourser la dette qu'il a contractée vis-à-vis de ses créanciers. Sinon, l'ensemble de l'édifice s'effondre et vous imaginez, on est déjà en crise. Alors là, ce serait l'effondrement total. Alors, puisqu'on parle d'effondrement, je voudrais qu'on finisse sur une note positive notre émission qui malgré tout était pleine d'espoir. Et je voudrais passer la parole à mon dernier invité qui va nous parler de son film, puisque c'est le réalisateur Pierre Barnérias qui a réalisé récemment un film que j'ai eu le grand bonheur de voir, le grand bonheur et le grand trouble, parce que je suis sorti très troublé, qui s'appelle M et le troisième secret, que j'encourage très très vivement tous les Français à aller voir, en particulier les Parisiens, puisque ça se donne, je vais les citer puisque je les ai sous les yeux, dans le cinéma Saint-André-des-Arts dans le 6e, au cinéma Le Chapelain à d'Enfer, Rochereau dans le 14e, au cinéma Ciné-Garches à Garches, qui sera donné également aux Trois Pierrots à partir du 11 mars, donc à Saint-Cloud. Monsieur Pierre Barnérias, je suis ravi de vous avoir au téléphone et j'aimerais que vous nous parliez de votre film. Le sujet de notre émission aujourd'hui, c'était l'Europe. Votre film parle en particulier de cette Europe et de cette Europe malade. Mais c'est un film plein d'espoir parce que c'est au sujet de la Sainte Vierge, évidemment, et du troisième secret de Fatima. Oui, bonjour. Écoutez, merci de me donner la parole dans votre belle émission. Oui, effectivement, c'est un message d'espoir, ce film. Un message d'espoir et surtout un appel au vivre ensemble dans un monde qui n'arrête pas de se juger, dans un monde qui cultive la culture du mépris. Je crois que c'est important de mettre les feux sur cette femme qui nous invite à la conversion, et on doit se convertir tous les jours, quoi. Alors c'est un film qui est très bouleversant au sens propre du terme. Que j'ai vu et j'en suis sorti abasourdi comme la plupart des gens qui étaient dans la salle. On n'a pas tellement envie d'en parler après. On a même pas envie de parler du tout. Tellement c'est impressionnant. Racontez-nous brièvement, non pas tout le film, mais comment vous vous êtes retrouvé, parce que c'est quand même l'histoire du film, à petit tirer cette ficelle qui vous a amené jusqu'en Chine et à vous finalement à vous retrouver porteur de ce secret absolument extraordinaire et bouleversant pour le monde entier, qui est le troisième secret de Fatima. Ça a été vraiment, on va dire, plusieurs concours de circonstances. En fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir un accident de moto qui a changé ma vie. C'est vrai que c'est une chance, je comprends. Oui, c'est un accident de moto qui a été magnifique parce que voilà, j'ai strictement rien eu. J'ai eu juste 15 jours de coma. Mais oui, c'est rien. Ouais. Non, mais c'est rien, c'est vrai. Je me souviens de rien, même pas d'avoir eu peur.
Et cet accident a changé ma vie puisque je me suis retrouvé 2 mois plus tard dans une école de journalisme pour un métier que j'avais pas choisi. Mon pauvre. C'est vrai qu'aujourd'hui, je le dis, j'aurais été incapable d'en faire un autre. Et il se trouve que cette femme qui est la Vierge, c'est rappelé à mon bon souvenir à plusieurs reprises au cours de ces 25 années. Et il y a en 2008, je me suis vraiment j'ai commencé à écrire ce film en me disant mais c'est quand même incroyable, c'est le personnage le plus populaire de la planète, tout le monde s'en fout, elle fait des choses incroyables, qui défie qui cloue le bec à tous les prix Nobel de médecine ou de chimie, et je me suis dit que ça serait quand même bien de s'y intéresser. Et c'est vrai que j'étais même moi un petit peu étonné de voir qu'il n'y avait jusqu'à maintenant aucun documentaire sur cette femme, dont la réalité fait des choses beaucoup plus extraordinaires que la fiction. Donc voilà quoi. Donc ça a été un cadeau pour moi de me retrouver au cœur à la fois de cet univers qui est l'univers marial, l'univers des apparitions, et aussi l'univers de tous ces messages qu'elle donne à l'humanité depuis maintenant plusieurs siècles. Vous savez, c'est vrai que le film parle lève le voile un petit peu sur plusieurs apparitions, mais la Vierge nous avertit depuis le XVIe siècle. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ce que la Vierge disait à Notre-Dame de Quito qui est en Équateur, en 1560, elle parle du XXe siècle. Donc c'est vraiment une mère qui est prévenante et qui n'arrête pas de nous dire des choses, et ça peut-être bien qu'on se mette un petit peu à l'entendre. Alors voilà. Votre film dure, c'est une espèce de film documentaire, il dure presque 2 heures, mais ça passe à toute vitesse. Vous avez bénéficié des voix d'André Dussolier et d'Hélène Ségara pendant le film. Je n'ai pas le temps là de lire les 13 bonnes raisons d'aller voir ce film au cinéma, mais j'encourage les auditeurs à aller sur le site Internet qui existe justement sur M et le 3e secret. Et surtout, je voudrais que vous nous expliquiez à quel endroit on va pouvoir aller non seulement voir le film, mais vous écouter, parce que vous organisez des conférences après film pour justement évoquer et discuter de ce sujet-là. Alors, la prochaine conférence, ça sera jeudi prochain, donc au Saint-André-des-Arts. Après, je serai à Rennes le 1er mars à 18h. Donc c'est important, Rennes, parce que c'est une ville qui est quand même bien ancrée, et j'espère qu'il y aura du monde. C'est la Bretagne. Au Théâtre National de Bretagne, c'est pas rien, à 18h dimanche prochain, 1er mars. Voilà, et donc que tous les Bretons se retrouvent dans ce cinéma. Là aussi pour répondre aux questions que soulève ce film. Après, je serai à Toulouse. Donc à Toulouse le 3 mars, pareil au cinéma ABC de Toulouse. Là aussi c'est une ville qui est importante. On sera ensuite je serai le 5 mars. Le 5 mars à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand au cinéma de Rio. Pareil à 20h pour répondre toujours aux questions. Et là le film est à Nice également, et Nice également c'est une ville importante, car il y a beaucoup de monde qui serait susceptible d'être intéressé, et surtout les jeunes. Et n'hésitez pas, et ça je le laisse, j'en appelle à venir des gens qui ne sont pas croyants, qui sont à la marge, ou voire même de gens d'autres confessions, mais qui sont bienveillants. Ce film s'adresse à toutes les personnes dans le monde qui sont vraiment bienveillants, qui sont à l'écoute et qui n'ont peut-être pas forcément la chance, comme nous, de connaître, d'avoir lu les évangiles, mais qui sont ouverts à la transcendance, et qui sont ouverts à autre chose que Dieu fait dans le monde depuis même plusieurs siècles maintenant, et plusieurs millénaires, quoi. Et puis la Sainte Vierge nous donne les clés pour que ça se passe mieux, et si les hommes avaient moins d'orgueil, ils étaient un petit peu plus humbles face à ce que nous apporte la Sainte Vierge, on n'en serait pas là. Si on retrouvait, comme le dit Dieudonné, comment retrouver le chemin de la paix? Eh bien, d'abord en gardant de l'espoir, mais surtout en se remettant un petit peu entre les mains de la Sainte Vierge. Donc, vraiment, je vous encourage. Mais merci beaucoup, Pierre Barnerias. L'émission, malheureusement, arrive à son terme. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans ma prochaine émission, parce que je tiens absolument à ce qu'on aille plus loin sur ce sujet-là. Et donc, j'encourage tous les auditeurs à aller voir ce film, à aller sur Internet pour voir à quel endroit se donne ce film, parce que malheureusement, évidemment, comme tous ces films remarquables, il y a une forme de censure qui s'opère, mais la Sainte Vierge n'a que faire de la censure. Vous savez, ce que je dis aussi, c'est vrai que c'est un petit jeu de mots, mais vous savez, c'est vraiment la Vierge Marie, c'est vraiment la meilleure agence de com. Bien sûr. Parce que c'est vraiment la mère du Verbe, et ça se trouve, parce que c'est vrai que ce film, personne ne l'attendait. Faire un film aujourd'hui sur la Vierge est complètement anachronique. Et pourtant, on fait aujourd'hui, le film marche de mieux en mieux et commence à susciter
Et je souhaite qu'il marche de mieux en mieux. Le questionnement des professionnels du cinéma. Eh ben, allez-y tous. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bernérias. Merci beaucoup, Bernard Monod, d'avoir été notre invité aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de pouvoir éclairer la lanterne de tous nos auditeurs sur ces sujets qui sont quand même assez complexes. Merci à Christophe de m'avoir secondé. Vive Auguste, que je salue. Et bon dimanche à tous, bon et saint carême à tous. Et je vous retrouve dans 4 semaines. Et pour éveiller nos consciences, je vous propose d'écouter un morceau tout à fait particulier qui va vous plaire. Viva Christ Oreille et que Dieu vous garde.